Dans l'univers du surnaturel, il existe toute une dynamique de jouets maléfiques. Du clown diabolique du film Poltergeist à l'inquiétant Chucky de la franchise des films jeux d'enfants, les incarnations du mal ne manquent pas de visage. Je vais t'expliquer un petit truc pour que tu comprennes bien. Je suis une poupée destinée aux enfants et fabriquée à grande échelle dans les années 80. Et je me tiens là, juste devant toi. Et à la main, j'ai un scalpel, vachement bien aiguisé. Comme la fiction n'est jamais très loin de la culture populaire, la sortie du premier opus de la série de films mettant en vedette la poupée Annabelle a donné naissance à un véritable commerce de poupées hantées. Aujourd'hui, pour quelques dollars, tout passionné d'horreur peut se procurer une telle poupée dont l'aura de malédiction ne tient que dans la bonne foi du vendeur. John, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un cri chez les voisins. Ouais, si, je vais voir. John? Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, tu es couvert de sang! Rentre à la maison, c'est pas mon sang. Faut appeler une ambulance immédiatement. Vite! J'aime bien tes poupées. En 2014, sort sur les écrans le film d'horreur américain Annabelle, réalisé par John Lenezzi. Comme le film Paranormal Activity, sorti en 2012, Annabelle rencontre un vif succès auprès d'un public pour l'essentiel adolescent. Ce que la plupart des spectateurs ignorent alors, c'est que le film est soi-disant basé sur une histoire vraie. Le règne diabolique d'Annabelle débute quelques décennies plus tôt. C'est l'histoire de Donna Jennings, une jeune et jolie étudiante de 25 ans qui prépare son diplôme d'infirmière et qui s'apprête à partir pour le Connecticut avec sa locataire Angie Stapleton, elle aussi apprentie infirmière. Madame Jennings, la mère de Donna, souhaite lui faire un cadeau à l'occasion de son anniversaire et pour marquer le coup avant son départ. Elle se lance dans une virée de shopping afin de trouver le cadeau idéal. Dans une bouquinerie d'antiquités, elle tombe en arrêt devant une poupée à l'ancienne de type Raggedy Ann et en fait l'acquisition, pensant qu'elle plaira à sa fille. Créée en 1915 par l'auteur de livres pour enfants Johnny Groel pour sa fille Marcella, les poupées Raggedy Ann sont des poupées de chiffon, ayant la forme d'une petite fille dont les cheveux sont des brins de laine rouge. Le plus souvent, elles sont vêtues d'une robe bleue et d'un tablier. Le nom est un habile mélange de deux poèmes, de Raggedy Man et Little Orphan Annie. Devenu un personnage de fiction en 1918, Raggedy Ann fait l'objet de nombreuses déclinaisons commerciales populaires. Plus de 75 000 poupées se vendent entre 1918 et 1926. Les exemplaires les plus anciens sont très recherchés par les collectionneurs de poupées. La mère de Donna a fait le bon choix. Sa fille est effectivement très touchée par cette marque d'affection et elle décide de conserver la poupée avec elle, qui fera une belle décoration sur son nouveau lit d'étudiante en colocation. Ce qu'elle ignore encore, c'est que cette poupée est loin d'être un jouet ordinaire. Au début, tout se déroule normalement. Donna et Angie vaquent à leurs occupations quotidiennes, alternant formations et tâches routinières pour gérer leur vie commune. Ce n'est qu'au bout de quelques mois qu'elle commence à remarquer quelque chose d'inhabituel. Un phénomène qui se résume en un simple constat: la poupée semble se déplacer toute seule. Au tout début, c'est presque imperceptible. La position de la poupée varie légèrement, comme si quelqu'un avait créé un mouvement
ou un choc accidentel sur le lit, entraînant le subtil déplacement de l'objet. Mais au fil des jours, les mouvements deviennent plus visibles. Non que les deux filles voient la poupée bouger toute seule, mais à leur retour, elles la retrouvent désormais dans une position différente de ce qu'elle avait à leur départ. Chaque matin, Donna fait son lit, puis dépose la poupée sur le couvre-lit, les deux jambes parfaitement droites. Le soir, lorsqu'elle rentre, les jambes sont croisées au niveau des chevilles, ou bien ses bras sont croisés. Interloqués, les deux colocataires se livrent alors à quelques expériences. Ainsi, un jour, Donna croise volontairement les bras et les jambes de la poupée. Le soir, la poupée est au même endroit, mais ses 4 membres sont décroisés. Le temps passant, la poupée semble s'enhardir, puisqu'elle passe d'une pièce à l'autre de l'appartement. Laissée le matin sur le lit, elle est retrouvée le soir sur le canapé, dans la pièce adjacente, dont la porte de séparation est fermée. De même dans l'autre sens. Si Donna laisse la poupée de chiffon sur le canapé le matin, elle la retrouve couchée sur le lit le soir. Les deux filles rentrent ensemble pour s'assurer que l'une ne fait pas de blague à l'autre. En dehors d'elle, personne ne détient les clés de leur appartement. Le plus étrange intervient un soir lorsqu'elle découvre la poupée sur une chaise, agenouillée, dans une drôle de position. Une position si improbable qu'elles échouent à la reproduire. Dès qu'on pose la poupée sur ses genoux, elle chute immanquablement de la chaise. Se demandant si une tierce personne n'aurait pas accès à leur appartement à leur insu, elle sème une série d'indicateurs sur les portes, tapis et fenêtres. En vain, elle ne décèle rien d'anormal, mais la poupée continue de les narguer par des déplacements inexpliqués. Redoutant de passer pour folle, Donna et Angie décident de raconter les étranges événements à Lou Carlo, l'ami de cœur d'Angie. Sceptique, et on le serait à moins, Lou accepte quand même de venir examiner la poupée. Dès qu'il se trouve face à cette grande et lourde poupée, comparable à un enfant de 3 ans, et qu'il contemple ses yeux noirs et son sourire immuable peint sur son visage, Lou ressent une sensation très désagréable, oppressante et définitivement hostile. Un sinistre pressentiment l'envahit. Cette poupée n'en est pas une, c'est quelque chose d'autre. Elle a en elle quelque chose de profondément détestable, et il ne manque pas de le faire savoir aux deux filles, qui tentent toujours de trouver un début d'explication logique. C'est alors que d'énigmatiques messages commencent à faire leur apparition dans l'appartement, sous la forme de petits bouts de papier laissés par-ci et par-là dans les pièces. Sur ces morceaux de papier, semblables à des fragments de parchemin, on déchiffre avec difficulté de brefs messages. « Aidez-nous » et « Aidez-Lou » griffonnés au crayon et à la va-vite d'une écriture enfantine. Cette découverte plonge le trio dans l'incompréhension la plus totale. Qui peut bien écrire ces appels à l'aide, sachant qu'il n'y a ni parchemin, ni crayon dans l'appartement? Et pourquoi doit-on aider Lou, qui n'a nul besoin de soutien à cette époque? Pour le garçon, cela ne fait aucun doute. C'est la poupée qui délivre des messages et qui tente d'entrer en contact avec les humains. Les deux filles ne croient pas un mot de cette théorie fantastique. Jusque-là, Donna et Angie ont perçu les mystérieux incidents comme de simples curiosités. Loin d'être effrayées, elles cherchent surtout à en savoir davantage et comprendre l'étrange comportement de cette poupée extraordinaire.
A priori, la poupée ne leur est pas hostile. Du moins, c'est ce qu'elle croit, jusqu'au jour où une statuette traverse le salon en volant et vient se briser à leurs pieds. Ou la soirée où, pénétrant dans la chambre de Donna et retrouvant la poupée sur le lit, elles s'aperçoivent que la main de la créature de chiffon est tachée de sang et que sa poitrine est maculée de gouttes écarlates. Cette découverte provoque un choc salutaire chez les deux amies qui, soudain, ressentent une terreur glacée prendre possession d'elles. Il se passe quelque chose de grave chez elles et ce dont elles ont besoin maintenant, c'est de l'aide. Ainsi, Donna et Angie font-elles un appel au service d'une femme du voisinage qui prétend être médium. Un soir, toutes trois organisent une séance de spiritisme dans l'appartement des deux étudiantes infirmières. Et la médium leur révèle une histoire incroyable. La poupée serait habitée par un esprit, et cet esprit serait celui d'Annabelle Higgins, morte à l'âge de 7 ans, et qui jouait dans les champs de maïs qui couvraient le quartier bien avant que ne soit construite la résidence étudiante. Can you see me? Hello? Can you find me? Can you find me? I'm here. Behind you, look. Behind you. I'm behind you. I am right behind you. Don't be scared. Ce serait dans ces mêmes champs que l'on aurait découvert son corps lorsqu'il fut assassiné. L'âme d'Annabelle aurait cherché vers qui se tourner et elle aurait estimé que les deux étudiantes étaient en mesure de la comprendre. C'est pourquoi elle a commencé à faire bouger la poupée de chiffon. Tout ce qu'elle veut, leur dit la médium, c'est d'être aimée, et c'est pour cela qu'elle leur demande si elle peut rester avec elle et habiter la poupée. Plutôt que de s'affoler ou de refuser, les deux colocataires, touchés par l'histoire, donnent leur accord à l'esprit d'Annabelle par le biais du médium. Elles ignorent encore qu'elles ont commis une grave erreur. Les deux étudiantes conservent donc la poupée à leur domicile et elles décident même de la baptiser Annabelle, en hommage à la petite fille décédée. La compréhension dont elles font preuve à l'égard de la poupée n'est pas du goût de tout le monde. Lou, l'amie d'Angie, reste persuadée qu'Annabelle est beaucoup plus dangereuse qu'elle ne le pense. Et il ne se prive pas de leur dire, encore et encore, les exhortant de se débarrasser d'Annabelle une fois pour toutes. Mais Donna refuse catégoriquement. Ce serait comme abandonner son enfant. Annabelle a-t-elle entendu les propos de Lou? A-t-elle été irritée par son hostilité? Une nuit, alors qu'il dort dans l'appartement, Lou fait un terrible cauchemar. Du moins croit-il faire un mauvais rêve, mais il s'éveille dans un état de profonde terreur. Quelque chose me semblait menaçant. J'ai regardé la pièce, mais tout était à sa place, a-t-il raconté par la suite. Lorsque j'ai baissé les yeux vers mes pieds, j'ai vu la poupée de chiffon, Annabelle. Elle a glissé lentement sur mon corps. Elle est montée sur ma poitrine et elle s'est arrêtée. Puis, elle a mis un bras d'un côté de mon cou et son autre bras de l'autre côté, comme si elle faisait un branchement électrique. Ensuite, elle m'a étranglé. J'aurais aussi bien pu pousser un mur, elle ne voulait pas bouger. Elle m'a littéralement étranglé à mort et je ne pouvais pas l'empêcher, malgré tous mes efforts. Le souffle coupé au bord de l'asphyxie, Lou perd connaissance. Le lendemain matin, lorsqu'il revient à la conscience, il sait qu'il n'a pas rêvé
et qu'il s'agit désormais de se débarrasser de la poupée maléfique. Il ne peut pas laisser un tel objet en présence de ses amis, mais celle-ci se montre dubitative sur son récit de la nuit. Est-il vraiment sûr de n'avoir pas rêvé? N'est-il pas simplement jaloux de l'attention dont bénéficie la poupée? Pourtant, la peur qui se lit dans les yeux de Lou devrait les alerter. Peu de temps après, un soir, vers 22 heures, Lou et Angie sont seuls dans l'appartement. Ils sont occupés à étudier des cartes routières étalées sur la table du salon, car Lou doit entreprendre un voyage le lendemain. Tout est calme lorsque, tout à coup, des bruits incongrus se font entendre dans la chambre de Donna, supposée être vide en l'absence de sa colocataire. Le jeune couple pense qu'un intrus s'est peut-être introduit dans la pièce. Lou s'approche sans faire de bruit et actionne la poignée. Prudemment, il entrouvre la porte et déclenche l'interrupteur. Dans la pièce éclairée, personne. Enfin si, la poupée Annabelle qui gît sur le sol dans un coin de la chambre. Lou fait quelques pas en avant, s'approche de la poupée avec réticence. À ce moment, il sent comme une présence derrière lui. Un drôle de picotement lui hérisse la nuque. Lou se retourne brutalement. Toujours personne. Mais soudain, une vive douleur embrase sa poitrine et le jeune homme pousse un cri perçant qui terrifie Angie, restée sur le seuil de la pièce. Lou, plié en deux, gémit et se tient la poitrine. Il est blessé et du sang macule sa chemise. Angie le saisit, tremblant de peur, et l'entraîne dans le salon. Là, elle déboutonne la chemise de son ami, sur laquelle le sang s'étale. Sur la poitrine du garçon, des zébrures, comme si des griffes avaient entaillé sa peau. Plus tard, les amoureux raconteront qu'il y avait 7 marques distinctes, 3 verticales et 4 horizontales. Lou précisera qu'elle le brûlait fortement. Mais la douleur s'estompera avec leur disparition, pour la moitié dès le lendemain et complètement 2 jours plus tard. Lou déclarera également qu'il n'avait jamais été blessé à cet endroit et qu'il n'avait jamais rien ressenti de tel. Au retour de Donna, Lou et Angie lui racontent la seconde attaque. Cette fois-ci, les 2 filles sont convaincues. Mais plutôt que de faire appel à un médecin, qui, selon elles, n'aurait pas compris d'où venaient les coups de griffe, elles décident de se tourner vers le père Hagen, un prêtre du voisinage que les filles connaissent et en qui elles ont confiance. Ce qu'elles veulent savoir, c'est si cela va se reproduire, et elles ne savent pas à qui s'adresser. À leur grande surprise, le père Hagen les écoute attentivement et ne réfute pas leur récit. Comme il n'a jamais entendu parler de tels phénomènes et que leur ampleur le dépasse, il prend le parti d'en référer à l'un de ses supérieurs, le père Cook. C'est ce prêtre qui, en dernier recours, contacte 2 nouveaux personnages, Ed et Lorraine Warren. Ed et Lorraine Warren sont tous deux originaires du Connecticut et ont fondé dès 1952 le NESPR, le New England Society for Psychic Research. Passionnés de paranormal, ils en ont fait au fil des ans leur fonds de commerce, construisant peu à peu leur réputation de démonologues et d'enquêteurs en sciences occultes, comme si X-Files se croisait avec Ghostbusters. À leur palmarès figurent plus de 400 enquêtes sur des affaires de possession, de hantise, de poltergeist, dont la célèbre affaire d'Amityville entre 1974 et 1976. En 2013,
Le film The Conjuring s'est inspiré d'un cas de possession auquel les époux Warren ont été confrontés en 1971 dans le Rhode Island. Entré en contact avec les 3 témoins, le couple Warren mène rapidement un entretien avec eux. Il ne leur faut guère de temps en écoutant les réponses du trio pour parvenir à une conclusion effrayante. Il n'y a jamais eu d'Annabelle. Le médium s'est fait duper et les jeunes filles ont accordé leur confiance à un soi-disant fantôme avec une naïveté qui laisse Ed Warren pantois. Pour ce dernier, il y a bien un esprit, une forme intelligente derrière toutes ces manifestations terrifiantes. Les déplacements de la poupée, en leur absence, les notes écrites sur un parchemin venu de nulle part, les gouttes de sang, symboliques, sont autant de signes d'une activité paranormale. Mais les Warren savent que les esprits humains désincarnés, autrement dit les fantômes, sont incapables d'accomplir de tels actes. Non. Derrière tout cela, il y a une présence bien plus dangereuse. Donna reconnaît qu'elle a fait preuve d'inconscience dans cette histoire. Elle avait été touchée par l'histoire de la petite fille et considérait sa poupée comme une mascotte inoffensive, du moins jusqu'à ce qu'elle s'en prenne à Lou. Mais celui-ci, en revanche, avait compris dès le début que la poupée n'était pas une Raggedy Ann normale, qu'elle était habitée par une force malfaisante, mais les filles ne l'ont pas cru. Pour Ed et Lorraine Warren, aucun doute n'est permis. En réalité, ils ont affaire à une authentique entité diabolique. La poupée n'est pas vraiment possédée, mais un démon s'en sert pour attirer l'attention sur lui, pour manipuler les esprits autour de lui. En acceptant la demande de la petite fille fantôme, lancée par la médium, les jeunes filles ont en quelque sorte, de leur propre volonté, donné la permission à cette entité nuisible de venir s'immiscer dans leur existence. Les démons, explique Ed Warren, sont des esprits maléfiques qui aiment tromper, leurrer, infliger de la peur et de la douleur. Chez eux, tout est négatif. Les époux Warren décrivent alors au trio atterré la suite probable des événements. D'abord, l'entité diabolique n'a certainement pas l'intention d'en rester là, car les esprits ne possèdent pas les choses, mais les gens. Ainsi, le risque est grand que l'un des 3 jeunes ne devienne la proie de l'esprit nuisible, et la personne possédée perdrait tout contrôle, devenant un danger mortel pour ses proches. C'est une épreuve de force entre vous et lui, conclut Ed Warren. Maintenant, il faut vous en débarrasser. Donna et Angie s'exclament qu'elles ont déjà pensé à déménager, mais Ed les ramène à la réalité en leur expliquant qu'elles ne vont pas couper les liens si facilement avec un esprit démoniaque qu'elles ont elles-mêmes convié chez elles. Et Lorraine Warren leur explique la meilleure méthode dans ce cas précis. Organiser une bénédiction d'exorcisme avec un prêtre. Il s'agit non d'une technique destinée à faire fuir une entité démoniaque ancrée dans un esprit humain, mais d'une récitation de plusieurs pages qui vise à remplir une maisonnée de toutes les forces positives de Dieu. C'est pourquoi les époux Warren se tournent vers le père Cook, à qui ils décrivent la gravité de la situation et lui demandent cette cérémonie afin de contrecarrer le phénomène paranormal connu sous le nom d'infestation. Lorraine, médium et clairvoyante, confirme que l'esprit présent n'a rien d'humain. Après de légitimes réticences, l'homme d'Église se laisse convaincre de procéder au rituel. La cérémonie se déroule sans anicroche ni manifestations inquiétantes.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Most glorious Prince of the heavenly army. À la fin du rituel, le père Cook bénit également Donna, Angie, Lou et les Warren, déclarant à haute voix que le démon ne peut plus les atteindre. De retour chez elle, Donna, peu rassurée par le succès de l'exorcisme, confie la poupée Annabelle aux époux Warren afin qu'ils l'amènent chez eux pour la conserver dans le Warren Occult Museum, leur collection privée d'objets occultes. Si Lorraine Warren rassure tout le monde en déclarant que les personnes présentes dans l'appartement sont libérées de toute présence démoniaque, Ed n'emmène pas large en saisissant la poupée Annabelle qu'il dépose avec d'infinies précautions sur le siège arrière de son véhicule, enserré par la ceinture de sécurité. Évitant les tronçons d'autoroute, les époux Warren prennent le chemin du retour, roulant sur les petites routes. Le voyage est pénible. L'un comme l'autre ressentent une sensation oppressante, impression comme si quelqu'un ou quelque chose les scrutait profondément dans leur dos. Lorraine dira plus tard qu'une brume de haine les enveloppait. À chaque virage, Ed Warren manque d'envoyer la voiture dans le fossé. Les freins répondent mal. La direction devient incontrôlable. Le trajet est un calvaire. Au point qu'Ed Warren songe un moment à se débarrasser de la poupée en la jetant dans le fourré qui borde la route. Mais il se résigne à la garder, car rien ne dit qu'elle ne se téléportera pas dans l'appartement de Donna et Angie ou qu'elle n'attaquera pas un randonneur, jusqu'au moment où la voiture des Warren s'arrête au milieu de la chaussée. Ed a beau vociférer, le moteur refuse de redémarrer. Il sort du véhicule et soulève le capot. Rien. La voiture est en excellent état et la panne est incompréhensible. Saisi par une inspiration, Ed Warren attrape le sac noir qui ne le quitte jamais et en extrait un flacon. Celui-ci contient de l'eau bénite, dont l'enquêteur asperge copieusement la poupée Annabelle en accompagnant son geste d'un signe de croix. Étrangement, à partir de là, la voiture redémarre normalement et le couple Warren peut regagner son domicile du Connecticut sans encombre et dans une appréciable sérénité. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle va prendre une autre ampleur, car il n'y a aucune raison qu'Annabelle ou la force démoniaque qui l'anime se tienne tranquille. Bientôt, les époux Warren vont être confrontés à toute une série d'événements à la fois angoissants et inexplicables. En premier lieu, la poupée Annabelle recommence ses déplacements mystérieux. Les époux Warren disent l'avoir vue, peu après son arrivée, léviter dans les airs depuis la chaise sur laquelle elle était posée, puis s'affaisser brutalement. Puis, ils la retrouvent dans plusieurs pièces de la maison. Même enfermée dans un placard au rez-de-chaussée, elle réapparaît en leur absence dans le bureau d'Ed, au premier étage. Ed et Lorraine Warren ont la désagréable impression que la poupée joue au chat et à la souris avec eux. En parlant de chat, une nouvelle créature fait son apparition, sous la forme d'un chat noir, venu d'on ne sait où, qui se matérialise près d'Annabelle. L'animal se promène dans le bureau d'Ed, examinant livres et objets occultes, puis se dématérialise littéralement. Un peu plus tard, un inspecteur de police se présente chez les Warren et commence à travailler avec Ed sur un dossier de meurtre dans lequel figurent des éléments de sorcellerie locale. À un moment, Lorraine appelle son mari pour qu'il vienne répondre à un appel téléphonique. Ed quitte son bureau, non sans avoir prévenu le policier qu'il est préférable qu'il ne touche à aucun des objets de la pièce, car tous ont été impliqués dans des affaires de possession démoniaque.
5 minutes plus tard, le policier retrouve Ed Warren près du téléphone. L'homme est en état de choc. Il est blême. Il ne cesse de bredouiller. « La poupée de chiffon, la poupée de chiffon, elle est vivante. » Annabelle avait encore fait des siennes. L'inspecteur de police refusa par la suite d'entrer dans le bureau de Ed. Ce qui agite le plus Annabelle, ce sont les prêtres. Elle ne manque pas une occasion de montrer sa froide hostilité à l'égard des ecclésiastiques. Un soir, alors qu'elle se trouve seule chez elle, Lorraine Warren entend soudain des grognements inquiétants dans toute la maison. Sur le coup, elle est incapable de trouver la cause de ces cris bestiaux, mais en écoutant son répondeur téléphonique, elle se rend compte que le père Hagen a essayé de la joindre à 2 reprises dans la soirée, et les grognements ont retenti juste entre les 2 tentatives. Avec le père Jason Branford, un autre prêtre catholique spécialisé dans l'exorcisme, cela ne passe pas mieux. L'ecclésiastique écoute attentivement les explications d'Ed, examinant la poupée maudite, puis la saisit brusquement, s'écriant « Tu n'es qu'une poupée de chiffon, Annabelle. Tu ne peux faire de mal à personne. » Et il jette brutalement la poupée sur un fauteuil. Voyant cela, les époux Warren frémissent. À son départ, il prie le père Branford de se montrer extrêmement prudent sur la route vers son presbytère et de les appeler à son arrivée. Le coup de fil ne viendra que le lendemain. Le prêtre n'a pu les appeler auparavant, car il a passé une partie de la nuit en observation à l'hôpital. D'une voix tremblante, il leur raconte que les freins ont lâché dans un virage, qu'il a eu un accident, que son auto est complètement détruite, mais que lui s'en est tiré de justesse. Et Annabelle n'en a pas fini avec lui. De retour pour une réception chez les Warren, le même Jason Bradford s'entretient en tête-à-tête avec Lauren dans une pièce où, dans un coin, trône justement Annabelle. L'ecclésiastique n'a pas remarqué la présence de la poupée, mais tout à coup, sans la moindre raison, un collier de dents de sanglier exposé au mur vole en éclats dans une déflagration assourdissante. Les invités accourent pour voir ce qui se passe, et l'un d'entre eux a le réflexe de prendre une photo. Lorsque le cliché est développé, nous sommes avant l'ère de la photographie numérique, on aperçoit au-dessus d'Annabelle 2 points lumineux clairement visibles, orientés comme s'ils scrutaient le père Jason Bradford. Tous ces événements dérangeants finissent par convaincre les époux Warren qu'en laissant la poupée Annabelle accessible à tous, ils font courir un risque sérieux à leurs proches. La jugeant vraiment dangereuse, Ed et Lauren décident de mettre Annabelle sous clé derrière une vitrine avec une mention plus qu'explicite. « Attention, surtout ne pas ouvrir. » Et depuis lors, la poupée ne quitte pas sa cage de verre, nourrissant les fantasmes et les légendes des amateurs de surnaturel. En 2014, alors qu'elle accompagne une équipe de tournage dans sa maison, Lorraine Warren la désigne au technicien du documentaire. « L'objet le plus terrifiant du musée, c'est cette poupée. Je ne vais pas la regarder. Vous pouvez la filmer, mais je ne la fixerai pas. Elle a causé bien des malheurs à beaucoup de personnes. » Annabelle a-t-elle cessé de faire parler d'elle? Pas complètement, si l'on en croit les Warren, qui racontent qu'un jour, un jeune homme s'est présenté avec sa petite amie pour voir la fameuse poupée. Veut-il impressionner son ami, ou est-il juste stupide? Toujours est-il que le jeune homme ne cesse de narguer la poupée en défiant sa capacité à faire du mal. À plusieurs reprises, il frappe sur la vitre et crie « Cette poupée n'est qu'une blague. Si une poupée est capable de faire des entailles sur des gens, alors vas-y, fais-le-moi tout de suite. »
Chassé du musée par Ed Warren, le jeune homme part furieux sur sa moto. Trois heures plus tard, il percute de plein fouet un arbre sur le bord de la route et meurt sur le coup. Sous l'effet du pouvoir d'Annabelle. I am right behind you. Don't be scared. I just want to play a game with you.